Bienvenue à toutes et à tous sur cette conférence en live et en webinaire Créer votre conciergerie en location saisonnière. L'objectif de cette conférence, dans un premier temps, c'est de répondre à vos premières questions et préoccupations en tant que créateur d'entreprise, positionnement, marché, statut juridique, les aides, le mode d'emploi, etc. Également, vous informer sur le processus entrepreneurial, le soutien du territoire de la communauté de communes Haute-Maurienne vanoise et un retour d'expérience avec le témoignage d'une chef d'entreprise. Et enfin, la CCI vous propose des outils d'accompagnement sur mesure et des accompagnements individuels également, ce qui sont les clés de la réussite de la création d'entreprise. Pour ce faire, donc je vais déjà me présenter. Donc, je m'appelle Sandra Breton. Je suis conseillère à la création, transmission, reprise d'entreprise. Et c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Je vais laisser la parole à Stéphane Beck. Monsieur Beck, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le contexte dans lequel nous sommes là aujourd'hui, parce que c'est grâce à vous. C'est surtout grâce à l'équipe Habitat Immobilier Loisirs. Donc bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Stéphane Beck, le conseiller délégué à l'habitat et l'immobilier de loisirs à la communauté de communes de Paris-Vanoise. Donc quand on a établi la politique sur habitat et immobilier de loisirs du territoire, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque sur le territoire, c'est de conciergerie. Il y a une grosse problématique sur ce sujet. Beaucoup de propriétaires finalement se refusent de faire la location ou ne peuvent pas se le permettre parce qu'il manque justement il manque ce service qui peut les dépanner. Donc on a quelques conciergeries sur le territoire, mais voilà, il en manque. Et les conciergeries, on sait très bien que c'est pas facile à se mettre en place et c'est pas facile à travailler. Donc c'est pour ça que on s'est rendu compte qu'il y avait un gros travail à faire sur cette mise en place de conciergerie sur le territoire. Donc, sur ce constat, le pôle habitat immobilier loisirs s'est rapproché de la Chambre de commerce et d'industrie pour pouvoir organiser ce webinaire. Et donc, avec des personnes comme Sandra, expertes dans le domaine. On espère que par cette réunion, par ce webinaire, vous allez avoir, pour ceux qui veulent se lancer ou ceux qui sont déjà dans cette démarche de faire appel aux conciergeries, pour qu'ils sachent un peu où ça en est et savoir les possibilités qu'il y a. Et donc, on a convié pour ce webinaire Cécile Simon, qu'on remercie d'ailleurs pour sa présence. Qui a créé sa conciergerie de toutes pièces depuis quelques années et qui l'a fait évoluer petit à petit. Donc on a la chance d'avoir une expertise d'une professionnelle là-dessus. Et donc voilà, on va pouvoir commencer le webinaire. Je remercie tout le monde de la participation, que ce soit en présentiel ou en visio. Et puis n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, les personnes sont là pour vous répondre et pour apporter un maximum de réponses à vos questions et de solutions, en espérant trouver des solutions. Voilà. Et Sandra, à vous. Merci, Monsieur Beck. Je vais donner la parole à Cécile qui va se présenter brièvement. Oui, bonsoir. Je m'appelle donc Cécile, j'ai 51 ans. J'ai créé mon entreprise Les Clés du Parc en juin 2021. Je travaille sur la Norma et je suis très heureuse d'être parmi vous et puis de partager mon expérience et de vous donner mon témoignage. Voilà. Merci Cécile. Alors, on parle souvent d'étapes dans la création d'entreprise. Alors déjà, l'une des premières étapes, ça va être la naissance d'une idée, d'un projet. Souvent, l'idée, le projet, ça part de ses compétences, de ses appétences, ce qu'on aime faire, ou
une opportunité comme celle qui s'offre à vous aujourd'hui, puisque aujourd'hui, interpellés par la communauté de communes, ils ont déjà constaté un besoin dans ce domaine. Ça demande aussi de se définir des objectifs professionnels et personnels, à la fois un désir d'entreprendre, d'indépendance, d'autonomie. Ça peut être tout simplement la création de son emploi, une reconnaissance professionnelle, gagner de l'argent ou un revenu complémentaire. Je dirais que là, il n'y a pas de limite. Ce qui serait intéressant, c'est Cécile, vous, comment ça s'est passé? Pourquoi vous en êtes venue justement à créer votre entreprise? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Eh bien, je travaillais, j'étais salariée en CDI, je travaillais dans une office notariale où j'y suis restée 15 ans. Et j'étais donc secrétaire comptable. En parallèle, j'ai rénové avec mon mari et mon fils 2 gîtes sur la commune d'Avrieux. Et toutes les semaines, je prenais un réel plaisir à accueillir mes locataires. Et cette idée d'ouvrir un service de conciergerie, eh bien, elle trottait dans ma tête depuis un petit moment et j'ai décidé de franchir le pas. Donc, en octobre 2020, j'ai démissionné et je me suis lancée dans ce projet. Et j'ai ouvert mon service au mois de juin 2021. D'accord. C'est ce goût du contact le client que vous avez eu avec les gîtes qui vous ont conduit vers la conciergerie? Oui, 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 ce plaisir d'accueillir les gens, de répondre à leurs demandes, de leur faire découvrir notre belle région, notre patrimoine. Et puis aussi l'envie d'avoir ma petite entreprise à moi. Voilà. D'accord. On avait parlé aussi également de votre vie perso et professionnelle, d'avoir aussi un nouvel équilibre à Ben, cette activité. tout à fait. C'est un nouvel équilibre, aussi bien professionnel que personnel. Voilà, on gère son temps comme on veut. Voilà, on est seul, maître à bord. Voilà. D'accord, merci Cécile. Alors, juste une petite chose, aujourd'hui pour les personnes qui voudraient se créer leur entreprise rapidement, je déconseille fortement la démission puisque aujourd'hui on a un dispositif qui s'appelle le CEP qui vous permet, donc quand vous montez votre dossier de création d'entreprise, vous passez devant une commission. Lorsque cette commission valide votre projet, vous pouvez ensuite démissionner en toute quiétude et ouvrir votre droit Pôle emploi. Ce qui fait que vous avez, je dirais, une période d'adaptation avec une rémunération possible de Pôle emploi pendant toute votre phase de création. Donc souvent, c'est beau. Aujourd'hui, ça se pratique déjà depuis 2 ans. C'est régulièrement utilisé et ça marche très bien. Sachant qu'il faut quand même un petit peu de temps pour monter son projet et ça demande un petit peu de réflexion également. Alors, pour en revenir principalement à la conciergerie, c'est quoi? Alors, il y a 2 types exactement de conciergerie. Les conciergeries qui vont communiquer directement avec le propriétaire et le locataire une fois que le contrat de location est signé par le propriétaire. Il y a un deuxième type, celui-là est en charge, en plus de la relation propriétaire-locataire, de la commercialisation du bien. Attention, cette activité est réglementée, c'est-à-dire que c'est une activité où on a nécessité d'avoir une carte d'agent immobilier, ce qu'on appelle la carte G. J'y reviendrai ultérieurement pour vous donner les conditions d'accès. Aujourd'hui, on va plutôt se positionner sur le type 1, c'est-à-dire l'arrivée, le déroulé du séjour, départ, le ménage et les prestations complémentaires. Donc ensuite, le premier outil qu'on vous propose, ça va être de formaliser votre idée et de travailler sur votre modèle économique. Certes, vous voulez souhaiter donc créer votre conciergerie, mais il y a beaucoup de choses à faire dans une conciergerie. Donc, la première chose qu'il va falloir déterminer, ça va être votre proposition de valeur et une valeur efficace. Vous avez de la chance sur votre territoire. On a plutôt
une offre qui est restreinte par rapport à la demande, ce qui fait que vous pouvez tout à fait déjà vous baser sur le modèle existant, mais ça ne vous empêche pas, et là je vous conseille fortement, d'avoir une offre différenciante et efficace, souvent unique par rapport à votre concurrence. Après, il faudra déterminer votre segment de clientèle, comment vous allez travailler avec eux, la relation client, vos activités clés, et ainsi que les partenaires, les ressources, etc. Ce premier document qu'on appelle le Business Model Canvas, en fin de compte, c'est une description générale de votre projet qui vous permet déjà de mettre sur le papier tout ce que vous avez dans votre tête. Vous vous dites, ça y est, je sais ce que je veux faire, mais souvent, le fait de transcrire sur du papier et d'avoir sur un A4 vraiment votre modèle économique, ça permet à la fois de cartographier les différents éléments de votre projet, mais surtout d'analyser la cohérence et la pertinence de votre projet. Nous, c'est ce qu'on fait en accompagnement individuel, et puis de voir ce qui peut être amélioré. Et c'est également un outil très puissant de présentation lorsqu'on va chercher des fonds auprès des banquiers, mais également au niveau des organismes d'aide. Donc ça, c'est vraiment la partie projet, idée qu'on va concrétiser, sur lequel on va travailler, sachant que ça va être une hypothèse de départ. Avant, bien évidemment, d'aller sur le lancement de son entreprise, on va déjà aussi aborder votre nouveau métier. Apprendre un nouveau métier, ça va être celui du chef d'entreprise et d'une conciergerie locative. Je dirais qu'il y a deux choses essentielles dans le métier du chef d'entreprise. Il va y avoir d'une part le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-être, ça va être l'ensemble des attitudes indispensables. Si vous les possédez, en tout cas, vous avez une sensibilité à ces différentes aptitudes, ça va être déjà dans le bon sens. Les attitudes indispensables, ça va être savoir prendre des décisions et avoir le sens des responsabilités. Ça va être aussi être en veille permanente. Aujourd'hui, vos clients, que ce soit vos propriétaires ou vos locataires, leurs besoins, ils évoluent constamment. Ils veulent toujours de nouvelles choses ou ils veulent plus. Donc, il faut toujours être en veille permanente et s'adapter constamment. Le métier de chef d'entreprise demande également de se rendre disponible, avoir une certaine résistance physique et psychologique, et notamment dans le métier de la conciergerie, le sens du service, un excellent relationnel, parce que vous êtes aussi la première image de la station et la spécificité des langues étrangères. Concernant le savoir-faire, on a le métier de la conciergerie, et ça, c'est Cécile tout à l'heure qui va nous en parler, mais surtout le métier du chef d'entreprise. Qu'est-ce que doit faire un chef d'entreprise au quotidien? À la fois, il doit produire et piloter, il doit acheter, vendre, c'est-à-dire savoir calculer une marge. C'est bien le travail du chef d'entreprise au quotidien, lorsqu'il vend un produit ou un service, de s'assurer qui va faire une marge et non qui vend à perte. Déjà, c'est interdit par la loi, mais surtout que son business plan va dans le sens de gagner de l'argent. Il faut savoir bien évidemment communiquer et gérer des flux financiers. Et puis surtout, il y a un environnement qui va falloir prendre en compte, à la fois des atouts et des contraintes. Ça va être un rythme de vie qui va être à la fois flexible et des contraintes horaires, et ça peut être aussi une rémunération complémentaire. Et ce qui veut dire que tout ça, bien évidemment, il faut le remettre dans le contexte de votre environnement familial. Vous êtes marié, vous avez des enfants, donc forcément, pendant les périodes de rush en haute saison, vous seriez moins disponible et vous serez moins là pour votre conjoint ou votre conjointe et vos enfants. Et ça, il faut le valider avec votre entourage. Justement, Cécile, qu'est-ce que c'est exactement le métier du chef d'entreprise en conciergerie? Comment ça se passe concrètement une journée dans votre métier? Alors, une journée dans mon métier, eh bien, au moins, voilà, c'est surtout de l'écoute. Une journée de travail, eh bien, ça commence très tôt le matin en saison. Donc, il faut être très réactive à toutes les demandes et être très flexible. Un accueil, être là pour le client, être là pour les propriétaires. Et puis ensuite, bien sûr, il faut être secrétaire, comptable,
Il faut gérer les achats, il faut s'occuper du traitement des draps, des serviettes, il faut être présente s'il y a un chauffe-eau qui explose dans la journée. Donc voilà, il y a beaucoup de casquettes, beaucoup de casquettes. D'accord. Donc, ce qui veut dire, quand vous parlez très tôt le matin, c'est quelle heure votre amplitude horaire en période de saison, de rush? Alors, disons que bah, je m'adapte beaucoup à mes locataires et à leur heure de départ. Donc, on va dire qu'en février, une journée, un samedi de février, c'est 4 heures du matin, 21 heures. D'accord. Effectivement, Voilà. c'est tôt le matin. Tôt le matin, très tôt. Voilà. D'accord. Ce qui veut dire que quand on parle de flexibilité, là, on sait de quoi vous parlez. Après, on avait parlé ensemble un petit peu que le service, c'est bien, mais des fois, il faut aussi savoir mettre des limites. Il faut mettre des limites, oui, oui. Il faut être très flexible, mais bon, il faut arriver à savoir poser des limites parce que bon, le téléphone à minuit qui sonne, donc au début on répond et puis bon, après on essaye de se préserver un petit peu. Voilà. D'accord. Donc, vous nous avez parlé du samedi, mais il n'y a pas que le samedi, vous ne travaillez pas que cette journée-là dans la semaine. Non, 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 on pourrait le croire, mais non. Après, il y a tout le côté administratif, le retour auprès de mes propriétaires. D'accord. Voilà, la comptabilité, le secrétariat, la facturation et j'en oublie. D'accord. Voilà. Donc, en période de saison, c'est du 7 jours sur 7. On est vraiment à fond dedans, voilà, 7 jours sur 7. Bon, on a des moments, voilà, où on peut un petit coup faire une pause, mais c'est vrai qu'on a le téléphone qui est constamment dans la poche et voilà, il faut être présente, il faut être réactive très très vite. D'accord. C'est aussi ce qui vous distingue de votre concurrence, c'est justement cet accueil client où vous me disiez, en plus du service de conciergerie, vous êtes la première ambassadrice de la Haute-Maurienne finalement aussi. On va pas dire ça, mais bon, c'est vrai que voilà, les locataires, voilà, c'est moi qui vois en premier. Donc voilà, j'essaye de les voilà, je fais un accueil à l'appartement et je prends le temps de les accueillir par rapport à leur semaine dans l'appartement et également leur semaine à la Norma. D'accord. Donc, il y a vraiment un accueil physique qui se fait. Ah oui. Comment ça se fait, comment ça se passe concrètement? Les gens, ils viennent de loin, vous les contactez pour savoir à l'avance, quelques jours avant qu'ils arrivent, Alors, pour le Alors timing? moi, tous les mercredis, j'appelle mes locataires qui vont arriver le samedi pour avoir un premier échange avec eux sur leur heure d'arrivée, savoir s'ils connaissent la station, les aiguiller vers la résidence, comment arriver jusqu'à la résidence. Voilà, je leur propose mes services que j'ai en parallèle, s'ils souhaitent des draps, des serviettes. Voilà, il y a déjà un premier contact par téléphone. Et ensuite, le samedi, je les attends devant la résidence et c'est vraiment un accueil personnalisé à l'appartement. D'accord. Donc, il n'y a pas uniquement le service, on pourrait dire le pack de base entre l'accueil, la réception, et la remise des clés et après le retour des clés. Peut y avoir des prestations complémentaires, notamment sur la location de linge ou la location de draps ou du ménage. Que là, Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. En parallèle, voilà, j'ai mes propriétaires et ensuite j'ai mes locataires où voilà, j'ai un service de location de draps, de serviettes et je peux faire le ménage à leur départ s'ils ne souhaitent pas le faire. d'accord. Donc, en fin de compte, vous avez une double clientèle et vous pouvez faire des ventes complémentaires avec des prestations de services derrière. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et ensuite, je reste disponible durant leur semaine. D'accord. On avait parlé ensemble vous aviez pris des cours de langue étrangère. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez effectivement régulièrement, notamment l'anglais, puisque bon, Notamment l'anglais, oui, sur la Norma, nous avons une grosse clientèle hollandaise, donc ça aide, ça aide. Voilà, donc j'ai voulu mettre à niveau au niveau de mon anglais pour pouvoir avoir
pouvoir quand même communiquer avec ces personnes. D'accord. On n'a pas besoin d'être bilingue, mais au moins Avoir des notions. D'accord. OK. Merci bien, Cécile. Donc, vous l'avez vu, le métier de conciergerie, ça demande beaucoup de choses, beaucoup de disponibilité, du temps, de la résistance physique et psychologique, puisque les journées sont très, très longues, hein, comme disait Cécile. Et puis, il faut vraiment avoir les multicasquettes du chef d'entreprise. Il n'y a pas que le samedi ou le dimanche, les journées de rush, où là, c'est presque du 24 heures sur 24. Il y a aussi toute la gestion du back-office, les achats, la compta, et puis les imprévus, comme nous disait Cécile, il faut bien faire face. Le propriétaire n'est pas là pour y subvenir. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie, l'idée, le projet, les compétences indispensables pour aller vers ce métier et aussi se fixer des objectifs à la fois personnels et professionnels, et tout ça, il faut que ça soit cohérent. La prochaine étape va être un petit peu plus technique, puisque là, on va sur l'étude de marché et notamment à quoi ça sert. Une étude de marché, souvent on se dit c'est réservé pour la grande distribution, c'est pas pour moi, un petit commerçant ou une petite entreprise. Eh ben non. On est tous capables de faire une étude de marché à son niveau. Et à quoi ça sert? L'objectif d'une étude de marché, ça sert à la fois à définir votre politique commerciale, qu'est-ce que vous allez vendre, à quel prix, donc votre politique tarifaire, comment vous allez communiquer, et si vous avez besoin d'un emplacement peut être une situation stratégique, de faire en sorte que tout ça, ça soit cohérent. L'objectif de l'étude de marché, 1, définir votre offre. 2, voir si elle est en adéquation avec les tendances du marché et les besoins du marché. 3, se fixer des objectifs de chiffre d'affaires. Voilà à quoi ça sert. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on fait? La première étape, ça va être de faire déjà d'identifier son marché. Si je prends, par exemple, je suis un vendeur de vélos. Donc, je vends des vélos. Pour positionner mon marché, je vais dire quelle est ma concurrence. Donc, spontanément, on va se dire, va y avoir les vendeurs spécialisés, va y avoir les vendeurs d'occasion, la location, et puis les différents magasins qui en vendent. Sauf que là, on est sur un besoin générique de vélo. Peut-être, donc, on a différents modèles, on a différents besoins. Faut vraiment être précis dans la définition de son marché. Si je vends, par exemple, des vélos en montagne, je ne vais pas avoir les mêmes concurrents. Je vais avoir des gens spécialisés, des vendeurs spécialisés. Ma concurrence directe va être très différente que si je vends un vélo lambda, par exemple, pour aller me déplacer au travail. Mais surtout, à quel besoin répond mon vélo? Mon vélo de montagne, ça va être sur une activité de sport bien spécifique. Mon vélo de ville pour me déplacer pour aller au boulot le matin, ça va être du déplacement. Pourquoi? Parce que votre concurrence directe, vous l'avez délimitée, mais votre concurrence indirecte également, c'est celle qui va répondre aux besoins. Votre besoin, dans le cas de votre déplacement domicile-travail, votre concurrence indirecte, ça va être à la fois l'ensemble des besoins, enfin des prestations qui vont répondre à ce besoin de déplacement. Donc, concurrence indirecte, vous avez le bus, le covoiturage, la marche à pied, le stop, les patins à roulettes, voilà. Donc ça, c'est vraiment votre concurrence indirecte. Dans le cas de mon vélo de montagne, ma concurrence indirecte va être légèrement plus restreinte, puisque mon besoin de sport, là, on va être sur une concurrence indirecte plus spécifique. Donc voilà, déjà, première étape, bien identifier son marché. Après ça, vous avez votre projet. Donc, nous, dans notre jargon, on appelle ça une hypothèse initiale de travail. Vous voulez proposer tel service à tel endroit. Et la première étape, c'est de faire une étude macroéconomique. Comment se porte mon marché, c'est-à-dire quel est le volume des ventes sur les 3 à 5 dernières années et qu'est-ce qui fait que d'une année sur l'autre, il y a plus de ventes ou moins de ventes. Alors, vous allez me dire, où est-ce qu'on va trouver ces informations? Ces informations, elles peuvent se trouver à la fois au niveau des études économiques, ça peut être le CRIDOC, l'INSEE, les chambres consulaires, CCI, CMA.
les syndicats professionnels qui sont vraiment une mine d'informations, les comités de communes, la presse professionnelle, BPI Création, etc. Et vous avez également les enquêtes fournisseurs, les clients et les concurrents. Ça, c'est une chose. Et puis surtout, une fois que vous allez avoir les grandes masses pour savoir est-ce que mon marché est plutôt en expansion, est-ce que mon nombre de ventes est plutôt en augmentation ou est-ce qu'il y a des accidents, vous allez essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis, on a des variables qui vont intervenir sur le volume des ventes qui vont être complètement en dehors, extérieures, à la fois à l'offre et à la demande. Ça va être les variables, par exemple, politiques, économiques, sociales, technologiques, écologiques et légales. Si je prends un exemple très significatif d'un marché qui a été boosté sur une variable légale, notamment législative, l'éthylotest. L'éthylotest était un marché qui existait, qui vivotait. Du jour au lendemain, on a obligé l'ensemble des automobilistes à avoir un éthylotest dans son véhicule. Donc forcément, le marché est parti en flèche vers le haut et maintenant il est plus ou moins stabilisé en phase de maturité. A contrario, vous pouvez avoir des variables économiques ou technologiques, ou par exemple écologiques, qui vont aussi créer des petites baisses d'activité. Donc, l'objectif de cette étude macroéconomique, vous voyez au niveau MapMonde, entre guillemets, c'est de savoir ce qui se passe et surtout de comprendre comment les rouages se font. Et puis après, vous allez affiner au niveau local ce qu'on appelle la microéconomie. Donc vous avez une chance extraordinaire, c'est qu'on a presque fait le travail complètement pour vous, puisqu'il y a plein d'études disponibles et dont je vous ferai voir tout à l'heure les données qui sont hyper importantes. Ces données microéconomiques, c'est au niveau local. En fonction de votre projet, vous allez valider votre hypothèse de départ, peut-être avec des petites modifications, en étudiant plus précisément donc les variables, c'est-à-dire votre produit, votre service, ça vous l'avez. Au niveau local, comment les évolutions de votre produit et votre service en valeur, en volume, les points forts et les points faibles, également les menaces et opportunités. Aujourd'hui, c'est très simple. Les opportunités, c'est qu'il n'y a pas assez de conciergerie. Les points forts, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. En termes de l'analyse de la concurrence, c'est pas très compliqué de le faire puisque l'objectif, c'est de comprendre qui sont vos concurrents directs, indirects, comment ils vendent, à qui, quoi, combien, comment et où, et quels sont leurs avantages concurrentiels, leurs résultats financiers. Bien évidemment, on a parlé de l'environnement au niveau local. Donc, est-ce qu'il y a des variables locales qui peuvent peser sur ce marché? Et bien évidemment, votre clientèle. Quel est le nombre de biens que vous pouvez gérer? Comment recruter des propriétaires? Quels sont ceux que vous allez cibler? Est-ce que vous allez faire un ciblage particulier ou pas? Qui seront vos clients? Les utilisateurs ou les prescripteurs? Des gens qui vont conseiller votre produit ou votre service? Qui, quoi, combien et pourquoi? Et comme je vous disais, la spécificité de cette conciergerie, c'est que vous avez bien une double clientèle sur le propriétaire et le locataire. Grande chance pour vous, vous avez une étude formidable qui a été faite par l'Office du tourisme de Haute-Maurienne, Vanoise, par exemple, qui vous donne directement les informations d'où viennent les consommateurs, les gens qui viennent notamment en Maurienne, d'où ils viennent. Et on voit notamment, si on fait une petite analyse rapide, qu'on n'a pas la même population de consommateurs en hiver qu'en été. En hiver, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes. En été, grosse majorité Auvergne-Rhône-Alpes, toujours un petit peu Île-de-France. Et en hiver aussi, tout le bassin du Nord, la Normandie et un petit peu la Bretagne. Autre information également communiquée que vous pouvez retrouver au niveau de l'Office du tourisme, ça va être le budget que les clients dépensent. En moyenne, vous avez déjà 1 365 € par séjour et dont l'hébergement est le premier poste de dépenses. Et on sait que la location de particulier à particulier est le premier canal de réservation en Haute-Maurienne vanoise. Donc, vous avez déjà des études qui sont là, qui sont très bien faites, très bien documentées. Moi, j'ai juste fait un extrait pour vous faire voir que là, on vous donne vraiment plein d'outils. Ça, c'est un gain de temps phénoménal et à la fois, les données sont à la fois quantitatives et qualitatives. Autre chose également qui sont extraits
de cette étude, ça va être le parcours client, mais celui du locataire. Donc là, si on veut aller un petit peu plus dans les détails, nous avons bien notre canal de réservation, donc propriétaire 29%, location prêt-à-porter et les grands hébergeurs à 17%. Les critères de choix, vous avez la satisfaction, la durée moyenne du séjour, la qualité de l'hébergement. Et là-dessus, je reviendrai puisque aujourd'hui, en Haute-Maurienne, on a un label qualité justement pour essayer de faire en sorte que les clients soient satisfaits de leur séjour et soient bien accueillis dans des habitations confortables. Donc voilà, vous avez notamment ce parcours client ici au niveau du locataire. Et donc, je vous parlais également du parcours propriétaire avec ses spécificités de la Haute-Maurienne vanoise qui axe sur un label qualité, confort, hébergement. Donc, qui permet à la fois aux propriétaires, lorsqu'ils deviennent club propriétaire ambassadeur, d'avoir des prestations et une mise en évidence de leurs biens s'ils répondent à différentes normes. Alors, je ne vais pas intervenir plus sur cet aspect qualitatif, mais il est vraiment important à ce niveau-là d'avoir des contacts. Dans le PowerPoint que vous avez, il vous sera retransmis bien évidemment à la fin de ce webinaire. Vous avez les 2 contacts des 2 personnes à contacter ici. Donc, comme je le disais, ensuite, le parcours client propriétaire locataire est double. Cécile, dans ce parcours, vous, vis-à-vis des propriétaires, notamment vis-à-vis de, je crois que vous jouez un rôle également par rapport à cet aspect qualitatif, de l'aspect de la qualité de l'accueil du logement. Oui, bah, je me suis rendu compte que les locataires, de toute façon, ils veulent des biens qui soient, ils veulent être aussi bien que chez eux, voire mieux. Donc, c'est vrai que je fais un réel travail auprès de mes propriétaires pour qu'ils mettent en valeur leur appartement, qu'ils essayent de faire des travaux. Enfin, c'est vrai que j'ai assez un œil. Enfin, voilà, j'essaye de les aiguiller au mieux et je les envoie énormément vers Haute-Maurienne vanoise pour labelliser leur appartement avec la qualité, le confort et l'hébergement adéquat. Voilà. D'accord. Et donc, en fin de compte, vous êtes aussi un prescripteur de la communauté de communes et puis aussi de l'Office du tourisme et inversement aussi, puisque la commercialisation se fait aussi par ça. Et au niveau, comme vous disiez, votre rôle aussi que vous aimez faire, c'est vraiment l'accueil. Moi, j'appelle ça l'accueil plus avec la mise en avant du territoire. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai plaisir à parler de ma région et de ma vallée. Donc, c'est vrai qu'auprès des locataires, j'essaye de leur donner les petites adresses sympas déjà pendant leur séjour sur tout ce qu'il y a à faire sur la Norma. Et puis, s'ils veulent découvrir la Haute-Maurienne, des endroits à ne pas louper. Et j'essaye d'avoir un rôle quand même, voilà, de les envoyer, des aiguillés pour qu'ils aient un séjour sympa et qu'ils reviennent l'année prochaine. L'année suivante, voilà. Est-ce que vous pouvez dire que c'est ce qui fait votre valeur ajoutée différenciante par rapport à la concurrence et aussi pourquoi les gens reviennent? Après, oui, c'est sûr que les gens aiment être, voilà, ils aiment qu'on s'occupe d'eux, ils aiment, voilà, un exemple, on m'appelle à 11 h du soir à 23 h pour savoir où c'est qu'on peut faire du chien de traîneau. Donc, voilà, donc c'est tous des petits conseils que je leur donne et grâce à tous ces petits conseils, ils passent un bon séjour. D'accord, merci beaucoup Cécile. Pour revenir sur les données disponibles, notamment les locations se font beaucoup par rapport aux résidences secondaires. Vous voyez ici le nombre de résidences secondaires au niveau de la Haute-Maurienne et vous pouvez même aller les locaux vacants et vous pouvez même aller affiner votre recherche par commune. Ces données sont gratuites et sont complètement disponibles sur les indices de l'INSEE. Ce qui fait que avec l'étude de l'Office du tourisme, plus une étude terrain en complément d'une étude sur l'INSEE, vous avez déjà toutes les données microéconomiques pour faire votre business plan et notamment pour estimer votre chiffre d'affaires. J'en viens
à la dernière slide, comment on évalue son chiffre d'affaires? Eh ben, notamment ici, sur les méthodes de part de marché, si on prend le nombre de clients potentiels, notamment là, ça va être des propriétaires. Si on multiplie par le panier moyen, ça va être votre panier moyen que vous allez facturer. Vos fréquences d'achat, ça va être la durée, la rotation de votre appartement. Tant de semaines de location, ça va être votre fréquence d'achat. Donc, vous allez déjà avoir votre marché global au niveau de votre zone de chalandise où vous voulez vous implanter. Vous allez voir la concurrence et là, vous pouvez en déduire une part réaliste et réalisable de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des parts de marché. Vous avez aussi, lorsqu'on fait un chiffre d'affaires prévisionnel, réaliste et réalisable, on est bien d'accord, il n'est pas question de faire une utopie, ça peut être sur des devis acceptés. Vous êtes déjà en contact avec des propriétaires et ils sont OK pour signer vos devis ou des intentions d'achat. Dans certains métiers, ça va être des nombres d'abonnés sociaux. On a également les méthodes des référentiels sur les chiffres d'affaires des concurrents et de la profession. Alors aujourd'hui, avec la possibilité de mettre en confidentialité ces comptes, on a de moins en moins d'informations sur le chiffre d'affaires, notamment de la conciergerie. Je dirais que le chiffre d'affaires de la conciergerie, il va de 10 000 à 500 000, 1 million d'euros si on prend des grosses conciergeries sur Paris, puisqu'il n'y a pas uniquement la location saisonnière. Quand on parle de conciergerie, ça peut être très très large. Ça peut être les conciergeries de grandes villes très spécifiques, très haut de gamme, à la conciergerie de montagne, à celle d'une ville par exemple comme Lyon ou Paris. Il y a vraiment des choses très différentes, donc cette méthode est plutôt difficile. Sachant que dans la détermination de votre chiffre d'affaires, il va falloir prendre en compte le fait que c'est une activité saisonnière et souvent, complémentaire. En checkant bien le service au propriétaire que vous allez faire, est-ce que vous faites les services de base? Est-ce que vous faites autrement? Les services aux locataires, donc ça peut être de la location, draps, serviettes ou équipements bien spécifiques. Donc, à partir de là, vous avez checké, vous avez vos volumes de vente, vos chiffres au niveau local, votre zone de chalandise, et vous pouvez vraiment déterminer votre chiffre d'affaires. Peut-être une petite précision, Cécile, vous n'êtes pas directement sur la Norma, je sais que vous faites un petit peu des allers-retours, mais oui. Aujourd'hui, vous gérez combien d'appartements, je dirais, suivant votre mode d'action, on est bien d'accord, qui est spécifique. Oui. Il y a d'autres modes possibles, notamment par le biais de remise de clés sur des boîtes à clés ou autres. Vous gérez combien votre capacité maximale à gérer d'appartements? J'ai 22 appartements. D'accord. Voilà. Et au-delà de ça, c'est ce que vous me disiez, vous pourriez faire, mais ça serait plus qualitatif. Voilà, après, je travaille toute seule, donc automatiquement, je suis limitée dans le nombre de mes appartements. Ouais, donc, et vous avez aussi cette volonté d'avoir un positionnement qualitatif, ce qui fait que vous ne voulez pas accueillir les gens en 2 minutes et repartir. Voilà, tout à fait. OK. Merci Cécile. Donc, une fois que votre chiffre d'affaires réaliste et réalisable est déterminé, il va falloir forcément penser à la communication. Alors, les services numériques, bien sûr, des officiels, site Office du tourisme Haute-Maurienne vanoise et celui de la communauté de communes de Haute-Maurienne. Également, le site internet de l'entreprise et ses outils digitaux. Cécile, vous avez ouvert un site internet. Comment vos contacts avec les propriétaires, comment ça se fait? C'est du bouche-à-oreille, plutôt du site internet? Comment c'est pour vous? Votre clientèle? Alors, j'ai un site internet et j'ai une page Facebook. C'est essentiellement via mon site que les gens me trouvent et également le bouche-à-oreille. D'accord. Mais la majorité de vos contacts, c'est quand même site internet et réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Ouais. Site internet et réseaux sociaux. D'accord. Et vous me disiez que vraiment l'aspect commercial pour vous, c'était plus le site internet. Facebook, c'était plutôt moins commercial. C'était plus, vous le dédiez plutôt à l'information de la station? Oui, ma page Facebook, elle est plus dédiée justement à l'animation pendant la saison d'hiver dans les stations de Haute-Maurienne. C'est plus de l'information.
Après, voilà, autrement, c'est plus mon site internet qui intervient pour mon travail. D'accord. On parlait un petit peu du temps. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps de faire ça? Oui, bah voilà, oui, c'est du temps également. Après, j'ai eu la chance, le site internet, c'est un ami qui me l'a fait, donc c'est lui qui fait les modifications, voilà. Et D'accord. ensuite, je m'occupe de la page Facebook, voilà. D'accord. Donc, ce qui demande quand même aussi un petit peu comme vous disiez, le site internet, c'est un ami qui l'a fait, donc ça demande aussi des compétences Bah, tout à fait, spécifiques. des connaissances, tout à fait, ouais, 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 ouais. D'accord. Donc, bien d'établir sa stratégie de communication ainsi que son plan d'action. Donc, aujourd'hui, forcément, les réseaux sociaux, c'est inévitable. On ne peut pas passer à travers. On peut Alors, pas. si vous êtes comme moi, que vous n'y connaissez pas grand-chose, je vous invite à aller voir les accompagnements et les visios qui sont faits par mes collègues du service numérique qui sont très bien faites. Il y a des visios, des webinaires qui sont gratuits sur différents sujets. Il peut y avoir également de l'accompagnement individuel sur les sites internet, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des spécialistes du numérique. Là, il y a vraiment des différences, des possibilités de développer ce côté communication numérique et puis aussi d'autres services qui peuvent bien évidemment répondre à d'autres besoins parce que la Chambre de commerce et d'industrie, ce n'est pas uniquement le service création, transmission, reprise, il y a aussi le service numérique et peut y avoir aussi d'autres accompagnements ou d'autres besoins qui peuvent être satisfaits, que ce soit en accompagnement ou en formation. Je ne suis pas là pour faire tout le catalogue de la CCI, mais voilà, je ferme cette parenthèse. Merci beaucoup, Cécile. On va passer maintenant à une partie beaucoup plus technique et je vais pouvoir vous laisser vous reposer un petit peu avant d'intervenir plus tard. Ça va être sur la partie de l'étude financière et du prévisionnel, c'est-à-dire de répondre tout simplement à combien coûte le projet et est-ce qu'il est rentable. Concrètement, il va y avoir un business plan qui va inclure un dossier financier qui va être établi sur 3 ans. Le premier, ça s'appelle un compte de résultat prévisionnel. Ça permet de répondre à la question, est-ce que mon projet est rentable? Le deuxième, qui est imbriqué dans la même slide, ça va être les soldes intermédiaires de gestion. Donc, c'est la traduction du compte de résultat en ratio de gestion, notamment, voire répondre à la question, est-ce que je peux en vivre? L'inévitable plan de financement, l'argent dont j'ai besoin pour démarrer mon entreprise et surtout la pérenniser. La lancer, c'est bien, la pérenniser, c'est encore mieux. La notion de besoin en fonds de roulement, le BFR, c'est est-ce que j'ai suffisamment de trésorerie pour pouvoir à la fois procéder à la croissance de mon entreprise et au développement. Et enfin, la gestion des flux financiers sur le plan de trésor. Sachez que si vous avez besoin d'aide, donc il y a des organismes d'aide que je vous détaillerai tout à l'heure, qui sont couplés à des emprunts bancaires, tous vos partenaires, que ce soit financiers, certains fournisseurs, vous demanderont un business plan, c'est-à-dire ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, l'étude de marché, la présentation du porteur de projet, etc., jusqu'à la partie financière que je vais détailler tout de suite. Bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier votre budget perso, de combien vous avez besoin pour faire bouillir la marmite, notamment si vous voulez en faire votre activité principale. En phase de création, vous partez de la feuille blanche et peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous rémunérer la première année. C'est des choses qu'on voit relativement souvent. Donc, la montée en puissance peut se faire progressive. Donc, déjà, savoir à l'avance combien il faut pour faire bouillir la marmite et puis d'arriver à votre seuil de rentabilité et enfin vous rémunérer. Vous avez des petits outils qui sont gratuits qui s'appellent Wikicrea et Physique Essentiel, notamment Wikicrea qui est très simple, qui donne des grandes masses sur le prévisionnel d'une manière, grande masse non affinée. Voilà, ça vous permet déjà d'avoir aussi une vision un petit peu plus globale sur le prévisionnel pour vous aider. On va passer maintenant au compte de résultat prévisionnel.
ensemble, on a vu l'étude de marché ici, la vente de marchandises. Donc, peut-être que vous allez vendre de la marchandise. Moi, j'ai rencontré des conciergeries en Savoie qui avaient aussi un magasin de déco ou un magasin de première nécessité. Donc, il y avait de la vente de marchandises. Prestation de services de conciergerie, ça, c'est votre étude de marché qui vous l'a déterminé. Il ne vous reste plus qu'à faire la liste de cours de ce que vous allez avoir besoin qui va rentrer dans la consommation de la réalisation de votre chiffre d'affaires. Notamment, s'il y a de la vente de marchandises, de l'achat de marchandises, on appelle également derrière les charges externes, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le loyer, les produits d'entretien, l'Internet, la publicité, les honoraires, déplacements, sous-traitance, assurance. Bon, vous voyez, la liste, elle est relativement longue. L'objectif de ce compte de résultats prévisionnel, bien évidemment, c'est que vos produits soient supérieurs aux charges. Alors, généralement, le premier qu'on fait, c'est le contraire. On a des totals de charges qui sont bien supérieurs parce que on n'a pas été négocié, notamment les assurances, les services bancaires, tout ça, ça peut être négocié. Donc, bien évidemment, l'objectif, c'est que mes produits soient bien supérieurs à mes charges, produits moins charges supérieurs à 0, parce que la rémunération du dirigeant, elle se fait si et seulement s'il y a un bénéfice ou un résultat d'exercice qu'on appelle dans notre jargon. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Qui répond à la question, puis-je en vivre? Et ce compte de résultats prévisionnel, on va le ronger différemment pour voir un petit peu les ratios de rentabilité. Donc ici, je retrouve mon chiffre d'affaires que je retrouve ici au niveau de mon chiffre d'affaires. Ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Si j'ai acheté de la marchandise, je vais avoir des achats consommés, donc une marge globale. Ensuite, j'ai l'ensemble de mes charges externes. Excusez-moi. Donc, l'ensemble de mes charges externes ici, qui se retrouve ici, on a un autre ratio qui s'appelle la valeur ajoutée, auquel on va enlever tout ce qui est impôts, taxes, charges du personnel et avoir un excédent brut d'exploitation. Et pour vous donner un petit peu, c'est l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, va être vraiment le ratio qui va vous permettre de déterminer la rentabilité d'une affaire. Sachant que là, dans cet exemple, il n'y a pas de rémunération du gérant qui est inclus. Voilà. Et le bénéfice, on se retrouve ici. Là, on est sur un exemple d'une entreprise individuelle avec de la TVA soumise à l'IS. Il n'y a pas de rémunération du dirigeant avec un maintien d'indemnité de France Travail la première année. Voilà, cet exemple, concrètement, ce que ça donne. Ça, c'est le compte de résultats prévisionnel. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer. Je sais que là, je vous envoie une masse d'informations qui est très importante dans un temps très condensé. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions auxquelles je répondrai ultérieurement. Pareillement, en Haute-Maurienne, je vous invite à prendre vos papiers, vos crayons et à transmettre à Guillaume. N'hésitez pas à ce niveau-là. Autre notion qui est vraiment hyper importante, et ça, c'est des notions que, en tant que chef d'entreprise, vous devez connaître, et en tout cas connaître la signification, ça va être votre plan de financement initial. Alors, aujourd'hui, on parle d'une conciergerie, ça peut être une activité complémentaire ou une activité principale. Ce plan de financement initial, on va partir du concept où on a quand même des investissements. Donc, on va faire la liste de tout ce que vous avez besoin d'une manière durable, donc les logiciels, les marques, les brevets, ça peut être un rachat de fonds de commerce, les immobilisations corporelles, tout ce qui est enseigne, éléments de communication, travaux, aménagement. Pour les personnes qui ont une vente de marchandises, un stock de départ, une trésorerie de départ, c'est-à-dire avant de commencer votre activité, peut-être que vous allez avoir des frais de formation, des frais de dossier, des honoraires d'avocat, des frais d'établissement d'ouverture d'entreprise, des ouvertures de compteurs, des cautions, etc. Et puis, cette fameuse notion de BFR que je vous explique après. Et en face, il va falloir financer tout ça avec ce qu'on appelle l'épargne personnelle et en complément l'emprunt bancaire. Et vous avez des codifications, donc là, les couleurs. Votre rapport personnel, il peut être constitué à la fois de votre épargne perso, de la love money, donc c'est de l'argent que votre famille va vous donner ou vous prêter.
Ça peut être du crowdfunding sur les réseaux sociaux. Ça peut être des subventions. On verra tout à l'heure qu'il n'y en a pas beaucoup. Ou du prêt d'honneur à taux zéro qui vont venir augmenter votre apport personnel pour faire un effet levier au niveau des banques. Donc, aujourd'hui, sur un projet de création, le minimum, c'est 30% d'apport avec un complément d'emprunt bancaire et un prêt CARA également. Et votre épargne personnelle financera votre stock de départ, la trésorerie de départ et le BFR. Les banques, quant à elles, financent uniquement les immobilisations corporelles et incorporelles. Voilà, ça c'est une généralité. Après, il y a des cas particuliers. Surtout, n'oubliez pas les moyens humains qu'on ne met pas dans le plan de financement initial, mais qui a quand même une importance. Et aussi la formation. La formation, pour moi, c'est le premier investissement que vous allez faire dans votre entreprise. Parce que plus vous allez avoir de connaissances, plus vous allez pouvoir réagir et comprendre ce que vous avez fait. Ça, c'est vraiment important de savoir ça. C'est vraiment un plan de financement initial. Voilà, au niveau ce plan de financement, est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour commencer mon entreprise, mais aussi pour pérenniser mon entreprise? D'où là, cette notion un petit peu bavarde de BFR, besoin en fonds de roulement. Je prends mon exemple, je démarre mon activité, je vais avoir un stock de 1 000 €, un délai de paiement de client de 5 000 et mon délai de paiement fournisseur, aujourd'hui, c'est 0. La création, personne ne vous fait confiance. Donc, en phase de démarrage, j'ai un chiffre d'affaires de 8 000, mais avant d'encaisser mon chiffre d'affaires, il va falloir que j'ai déboursé 1 000 de stock plus 5 000 de délai client plus moins 0 égale 6 000. Donc, si j'ai passé mis 6 000, ça ne fonctionne pas. Mon chiffre d'affaires va augmenter. J'arrive à 16 000. Mon stock augmente forcément. Mon délai de paiement client aussi. Et mon délai de fournisseur, j'ai réussi à en négocier un petit peu. Donc, mon besoin de fonds de roulement, mon besoin de trésorerie pour pouvoir continuer et croître mon activité, ça va bien être 2 000 plus 8 000 moins 9, moins 1, qui fait 9 000 €. Donc, cette notion de BFR est en liaison avec la gestion de la trésorerie et notamment celle du compte bancaire, des entrées et des sorties. Là, vous avez un exemple très parlant avec à la fois des variations saisonnières. Là, vous avez des pics et des creux. Et puis, de façon à ce que vous ayez toujours une trésorerie positive. Donc, ça, c'est important. Si on a un petit coup de... on a un problème de trésorerie, je passe un petit coup de téléphone à mon banquier parce que c'est important pour votre banquier de savoir ce qui se passe. Et n'oubliez pas que une entreprise, le compte bancaire d'une entreprise, ce n'est pas celui d'un particulier. Vous n'avez pas négocié d'entrée indécouvert. Donc ça fait vraiment partie de votre job. J'insiste, de comprendre comment on gagne de l'argent. Est-ce que j'ai besoin d'investissement et ma trésorerie de départ, ma gestion de trésorerie et de BFR, et surtout savoir si, quand je vends un produit ou un service, je vais gagner de l'argent ou pas, et quel est mon seuil de rentabilité. Voilà pour toute la partie financière. Je vois qu'il y a plein de questions qui vont arriver, tant mieux, on va y répondre tout à l'heure. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Cécile, par rapport à toute cette partie-là qui est toujours un peu... pas évidente. C'est pas évident, ouais, c'est pas évident, mais bon, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà, le seul le conseil que je puisse donner, c'est faites-vous aider, voilà, pour bien démarrer. Merci Cécile. Alors là, on a l'exemple, je dirais, d'une entreprise individuelle avec de la TVA, mais ça marche aussi, votre trésorerie qui monte et qui descend, ça va fonctionner aussi pour une entreprise individuelle en micro-entreprise sans TVA, mais aussi pour des sociétés. Donc, le principe de fonctionnement, il est exactement le même. Que vous montiez une micro-entreprise ou une entreprise internationale, vous allez avoir un marché avec des concurrents, des fournisseurs et des clients. Vous allez forcément avoir besoin d'une trésorerie de départ, de gérer des clients, donc de savoir quand est-ce qu'ils payent et mon décalage de trésorerie. Donc, tout ça, c'est vraiment des éléments hyper importants qui feront bien comprendre et à la fois maîtriser. Si ce n'est pas le cas, vous inquiétez pas, il y a des formations qui vous expliquent ça très bien et qui vous apprend ça très bien. Ça, on sait faire, c'est aussi notre job. Et enfin,
on va passer à la partie juridique. Donc, quelles sont les différentes structures juridiques, à la fois pour choisir son cadre fiscal et social. Petite piqûre de rappel, la règle de la profession. Donc, si vous faites comme Cécile, les prestations de conciergerie de type 1, donc vous n'êtes pas soumis à une activité réglementaire avec la carte G. Si c'est le cas, dans ces cas-là, il faudra avoir des aptitudes bien spécifiques, à la fois deux conditions à avoir, donc de moralité, sur le casier judiciaire. Il faut qu'il soit vierge, il y a un certain type de casier judiciaire, et aussi des aptitudes professionnelles du dirigeant qui seront inscrites sur le CABIS. Donc, ces aptitudes, c'est soit par un diplôme d'État au niveau du répertoire national de certification professionnelle, ou un niveau d'études supérieur ou égal à 3 ans dans le juridique, dans l'économique ou social, ou brevet de technicien supérieur profession éliminée, ou diplôme institut d'études économiques juridiques appliquées à la construction habituelle. Après, autre option possible, diplôme expérience professionnelle sur justificatif, bien évidemment, avec de l'expérience professionnelle. Je ne vais pas faire tout le détail de tout ce qu'il faut parce que là, ça va prendre beaucoup de temps et il y a encore beaucoup de choses importantes à vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, sur ce module-là, vous aurez un lien qui vous renverra directement vers toutes les conditions d'attribution de cette carte G, sachant que c'est une démarche, une carte qui se demande au niveau de la chambre de commerce, et c'est une carte immobilière est une carte payante qui coûte 160 € pour 3 ans. Voilà, n'importe où en France, voilà ce qu'il y a. Au niveau, donc bien évidemment, l'assurance, une assurance risque professionnel, ça c'est obligatoire, et dans les règles de la possession, vous pouvez tout à fait faire un cumul emploi-retraite ou avec un job d'étudiant. Ça, ce n'est pas le souci. On peut toujours faire plusieurs choses. Voilà. J'en viens vraiment sur le juridique. Donc, le critère de choix du cadre juridique, ça va être le pouvoir de décision, la nature de votre activité. Certaines activités, on ne peut pas choisir ce qu'on veut. Par exemple, les tabacs, soit on est en entreprise individuelle, soit si on est deux, on est en SNC, en société non collective, donc on est indivisiblement responsable l'un de l'autre. Bon, pour la conciergerie, il n'y a pas de souci, on peut choisir ce qu'on veut. La taille et le développement de mon entreprise, je veux faire du business à l'international. Peut-être que l'entreprise individuelle en micro, c'est peut-être pas la plus adaptée pour donner confiance. Après, ça va être aussi votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes marié ou autre? La protection de votre patrimoine et votre régime fiscal et social. Rassurez-vous, il n'y a pas de forme juridique idéale. Vous allez vouloir un petit peu de ci, un petit peu de ça, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, il va falloir choisir entre différents critères et surtout bien comprendre ce que je vous expliquais sur la prochaine slide. Donc, option 1. Vous êtes tout seul. Vous avez deux options, soit l'entreprise individuelle, soit une société, une URL, une SARL. Le principe de l'entreprise individuelle, c'est que vous êtes une personne physique. Donc, votre patrimoine personnel, c'est tout confondu. À la création de votre entreprise, ce que vous allez utiliser comme bien personnel, style votre ordinateur, votre voiture, votre bureau, vous allez l'utiliser à des fins professionnelles. Et bien ça va constituer un patrimoine professionnel qui va être garant de votre activité. Sachant que pour l'entreprise individuelle, vous avez une incessabilité de votre domicile principal si vous êtes propriétaire, si et seulement si, bien évidemment, vous ne fraudez pas au niveau des cotisations ou que vous ne payez pas tout simplement les impôts. Voilà. À part ça, hors faute grave du dirigeant, votre patrimoine, votre domicile principal, il est insaisissable. Hormis si vous avez un yacht à Saint-Tropez ou un chalet à Courchevel. Ça peut être saisissable. Donc, au niveau des entreprises individuelles, vous avez deux types d'entreprises individuelles. Celles qui ont de la TVA, ce qu'on appelle l'entreprise individuelle ou réelle simplifiée, avec de la TVA, ou l'entreprise individuelle avec une franchise de TVA, ce qu'on appelle la micro-entreprise.
Concrètement, vous allez avoir une comptabilité simplifiée, un calcul des cotisations simplifié. L'inconvénient, c'est que quand vous achetez, par exemple, un ordinateur, vous n'allez pas récupérer la TVA. Si vous avez un client professionnel, il ne pourra pas récupérer la TVA non plus. J'y viendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est l'entreprise individuelle, personne physique, avec soit de la TVA, soit pas de TVA. Sans TVA, ça s'appelle la micro-entreprise ou l'auto-entrepreneur. Mais je peux avoir aussi le choix de me mettre en société, c'est-à-dire de prendre la décision de créer une personne morale. Ici, moi, en tant que dirigeant, mon patrimoine personnel, je vais verser par exemple 1 000 € en capital social au patrimoine de ma société. Et donc, en tant que dirigeant, je suis responsable dans la limite de mon apport en capital. J'apporte 1 000 €, je suis responsable dans la limite de mes 1 000 €. Mon patrimoine perso, ma résidence principale, mon yacht et mon chalet sont bien dans mon patrimoine perso. Ma société a son patrimoine, donc là, on a bien 2 patrimoines distincts. Donc, normalement, s'il y a un souci dans la société, on ne peut pas venir chercher dans votre patrimoine. Ça, c'est la théorie. En pratique, si vous avez une société et que vous faites un emprunt bancaire, la banque risque de vous demander une caution personnelle. Donc, dans ces cas-là, ici, on a un petit pont. Voilà, c'est-à-dire que tout ça, on peut venir chercher sur votre patrimoine perso. Autre cas de figure, vous confondez un petit peu la carte bleue de la société avec la carte bleue perso, notamment quand vous partez en vacances. C'est ce qu'on appelle dans le langage courant de l'abus de bien social ou une faute de gestion du gérant. Dans ces cas-là, quand il y a une faute de gérant qui est avérée, on peut aller chercher sur votre patrimoine perso. Et dernier cas qui est quand même un petit peu à la marge, mais ce qui peut arriver, c'est de sous-capitaliser une entreprise. C'est-à-dire, par exemple, je fais un business à l'international. J'appelle 1 000 € de capital pour un business, pour un chiffre d'affaires d'1 million. Si j'ai un souci dans ma société, on va me dire « Monsieur, madame, vous n'avez pas porté assez de capitaux dans l'entreprise, vous ne lui avez pas donné des chances pour réussir, donc ça engage votre responsabilité de dirigeant. » Donc, concrètement, une société, donc c'est bien une personnalité morale avec un patrimoine propre sur lequel il peut y avoir ici des passerelles en fonction s'il y a un emprunt bancaire ou si la responsabilité du dirigeant est engagée. Je reviens donc à l'entreprise individuelle. Je suis tout seul, je peux être en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. La particularité, c'est que là, on a des choses très cadrées au niveau du mode d'emploi, ce qu'on appelle les statuts, ou sinon une SASU, Société Action Simplifiée Unipersonnelle, où là, il n'y a rien, vous écrivez tout. Voilà, là, vous avez une forme de liberté. Vous êtes plusieurs, donc on a la version plurielle de l'URL qui est la SARL. Pareil. La version plurielle de la SASU qui s'appelle la SAS. SNC, Société en nom collectif, j'en ai déjà parlé. Les SCOP, Société coopérative, je ne viendrai pas dessus. Et les sociétés anonymes où vous avez minimum 2 personnes et 37 000 € de capital social. Voilà. Donc voilà pour les statuts, les formes juridiques. Ensuite, la conséquence, va y avoir une conséquence fiscale. Donc la fiscalité, c'est la TVA. Donc la seule forme où il n'y a pas de TVA, c'est l'entreprise individuelle en micro-entreprise ou auto-entreprise. L'entreprise individuelle au réel ou au réel simplifié où les sociétés sont bien assujetties à la TVA. Donc, je rappelle, la TVA, elle va transiter par le compte en banque de l'entreprise, mais lorsqu'on achète ou on vend quelque chose, on va cumuler cette TVA, la collecter, la déduire et la reverser à l'État. Donc, c'est quelque chose qui transite par le compte en banque, mais qui ne vous appartient pas. L'avantage, c'est que quand vous achetez, par exemple, un ordinateur 1000, vous allez pouvoir l'amortir et aussi récupérer cette TVA, c'est-à-dire 20%. Au niveau de l'imposition, la micro comme l'entreprise individuelle avec la TVA sont à l'IR. Il y a une possibilité sur l'entreprise au réel d'avoir une imposition à l'IS.
et les sociétés de facto sont toutes imposées à l'IS avec des options possibles sur les R. Voilà, je ne m'étendrai pas plus par rapport à ça et juste faire un zoom également sur votre régime social. Donc, si vous êtes entreprise individuelle, donc micro-entrepreneur, avec TVA, gérant d'une URL ou gérant majoritaire d'une SRL, vous serez automatiquement un travailleur non salarié. Si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL ou président SASU, SAL ou SA, vous serez assimilé salarié. Alors, attention, assimilé salarié, ça ne veut pas dire qu'on va être salarié. Ça veut dire tout simplement que vous êtes assimilé salarié, vous avez des droits similaires, mais notamment en ce qui concerne Pôle emploi, vous n'avez pas de possibilité d'avoir Pôle emploi. En termes de remboursement de médicaments, d'hospitalisation, c'est la même chose. En termes de cotisation de retraite, vous cotisez tous à une retraite, mais pas au même niveau. Le TNS va cotiser à une retraite, mais une retraite de base. Et l'assimilé salarié, c'est comme aujourd'hui, si vous êtes salarié, vous cotisez au pot commun. Ce qui va faire vraiment la différence, ça va être sur la base de calcul et le taux de cotisation. C'est décrit dans la slide précédente, mais surtout, ce qui fait la grosse différence entre le TNS et l'assimilé salarié, c'est qu'en tant que travailleur non salarié, vous allez avoir l'obligation de cotiser une année si vous êtes malade pour pouvoir percevoir des indemnités journalières. Alors qu'en tant qu'assimilé salarié, pas de souci, vous pouvez être malade, enfin, je ne vous le souhaite pas, mais avoir des indemnités journalières. Le régime social, le calcul des cotisations sociales. Pour une entreprise individuelle soumise au régime de la micro, le calcul des cotisations se fait sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire sur cette ligne-là, ici. Et donc, dans le service, dans le cadre de la conciergerie, on est à 21,2%. Vous êtes sous le régime de la travailleur non salarié. Si vous êtes en entreprise individuelle avec de la TVA, le calcul de votre cotisation va se faire sur le bénéfice, donc c'est-à-dire ici. Mais il va être moindre, il va être à 47%. Et ici, vous allez avoir déduit toutes vos charges et vos amortissements. Alors que là, on n'en rend pas compte. On vous demande juste un pourcentage du chiffre d'affaires, que vous gagnez de l'argent ou pas, on ne se pose pas la question. Et puis, l'exemple de la société en SASU, SAS, SAS ou gérant minoritaire ou égalitaire de SRL, vos cotisations sociales sont basées sur une rémunération du dirigeant. Et là, votre cotisation sociale, c'est 70%. C'est-à-dire, concrètement, là, quand vous prenez une rémunération de 100, votre rémunération coûte à l'entreprise 170. Ici, 147. Là, on ne se pose pas de questions, puisque la seule chose qu'on demande, c'est vous faites du chiffre d'affaires, vous êtes taxé sur le chiffre d'affaires et non sur le bénéfice. Donc, attention, vigilance par rapport à ça. Le statut de la micro-entreprise individuelle micro est vraiment très souple et vraiment très bien pour démarrer, mais il n'incite pas à avoir une rigueur dans la gestion et aussi de bien gérer ses dépenses pour voir exactement ce qu'on va dépenser et ce qu'on va gagner comme argent. Donc moi, je vous invite vraiment à étudier ce régime qui reste quand même une entreprise individuelle. Et sur l'impôt, la micro-entreprise, vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez le versement fiscal libératoire et là, vous devenez automatiquement imposable au 1er euro, soit vous le déclarez annuellement avec un abattement qui correspond sur les activités de service à 50%. Si je ne me trompe pas de mémoire. Donc voilà pour ce qui est des cotisations sociales. Je n'irai pas plus loin dans la démonstration parce que là, il nous faudrait 2 jours puisque c'est ce qui est réservé au stage de la micro-entreprise. Je vais juste me hâter de passer aux aides à la création d'entreprise. Les aides à la création d'entreprise, c'est quoi? Concrètement, aujourd'hui, on a des systèmes de prêts d'honneur, donc qui sont des prêts à l'honneur sur la personne, qui vont venir augmenter votre apport personnel pour aller déclencher des emprunts bancaires.
Premier type d'aide. Deuxième type d'aide, ça va être des subventions qui sont une somme d'argent qui vous permet de commencer une activité, mais qui ne sont pas remboursables. Je viendrai sur un cas particulier qui est celui de l'ADI, qui est réservé aux personnes qui ont des petits besoins et qui n'ont pas le droit à l'emprunt bancaire ou qui sont tout simplement interdits bancaires ou avec une réserve. Donc, vous avez un premier emprunt d'honneur, un prêt d'honneur par France Active Savoie Mont-Blanc, qui sont destinés aux porteurs de projets, demandeurs d'emploi de plus de 9 mois. Cette aide peut aller jusqu'à 15 000. En règle générale, on est plutôt entre 8 et 10 000 euros. Où il y a également un accompagnement et passage devant un comité. Donc, bien évidemment, je rappelle la règle de base, apport personnel, on va chercher les aides en complément d'un emprunt bancaire. Après, vous avez, en dehors de France Active, Initiative Savoie qui vont être sur des projets allant jusqu'à 250 000 euros en plan de financement. Même principe, apport perso, on va chercher des fonds au niveau d'Initiative Savoie qui peuvent aller jusqu'à maximum 15 000. Si on fait des moyennes, on est plutôt entre 8 et 12 ou 8 et 10. Qui est réservé à tout le monde, primo-accédant, et qui est bien évidemment avec un accompagnement d'une personne. Le réseau entreprendre sont des structures déjà qui demandent des investissements plus importants et la création d'emplois. Donc, entre 2 et 5 emplois, on a un prêt à taux zéro qui peut aller jusqu'à 45 000. Voilà. En ce qui concerne la subvention IDClick, c'est une subvention qui est donnée aux personnes sur des critères vraiment des personnes qui sont en difficulté et qui vont être portées par l'ADI. On voit ça tout de suite après. La subvention AGFIP, c'est une subvention qui est réservée aux personnes qui ont une reconnaissance de handicap et qui est aujourd'hui de 3 000 euros. Pour les personnes qui ont besoin d'un emprunt bancaire, au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes, on a un dispositif qui est le Précara, qui vient en complément d'un emprunt bancaire. C'est un dispositif qui est porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la CCI et la Banque Pop, qui peut aller jusqu'à 20% de l'emprunt bancaire dans la limite de 20 000 euros. Voilà pour les aides. Petit zoom sur le dispositif de l'ADI. L'ADI, donc, personnes qui n'ont pas accès à l'emprunt bancaire, qui ont besoin d'une petite somme pour démarrer. C'est simple, on peut avoir du microcrédit, on doit être environ à 7,60 euros en complément d'un prêt d'honneur et de la prime IDClick. Donc, globalement, ce dispositif vous permet de commencer une activité, notamment une prestation de service comme la conciergerie, qui ne vous demande pas beaucoup de fonds au départ. Et puis, tout ça avec des compléments de service de l'ADI et de l'accompagnement. On a également d'autres types d'aides, là, qui sont plutôt liées soit au niveau local ou à la personne. Au niveau où on se trouve, il peut y avoir des aides à l'embauche. Au niveau du dirigeant, on peut avoir, en fonction de votre profil, une exonération des cotisations sociales qui est possible sous certaines conditions. Donc, pour les entreprises, entre guillemets, normales, ça peut être partiel, total, surtout en fonction de vos revenus. Et pour la micro, c'est 50% des cotisations sociales la première année. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ACRE. Après, vous avez un dispositif qui est personnel, celui qui est lié à votre activité donc, de salarié, si vous êtes demandeur d'emploi. Soit vous demandez le maintien de vos indemnités jusqu'à l'épuisement de vos droits. Donc, votre chiffre d'affaires que vous allez faire va venir d'abord, Pôle emploi va venir compléter votre activité non salariée. Ou demander votre capital social, votre capital, c'est-à-dire qu'au moment de la création de l'entreprise, lorsque vous recevez votre CABIS, vous allez demander 30% de votre capital à Pôle emploi et 6 mois après, 30%. Donc, ce qu'on appelle le capital Pôle emploi, c'est 60% de vos droits restants. Attention, ils sont versés à la réception de votre CABIS. Généralement, ça peut prendre 15 jours ou un mois si tout s'est bien passé au niveau de l'immatriculation. Et enfin,
exonérations fiscales qui sont liées souvent à des territoires. Et je sais, c'est le cas au niveau de certaines communes de Haute-Tarentaise. Alors, on ne va pas en faire toute la liste aujourd'hui, mais il y a un lien également vers les éligibilités de certaines communes. Donc, voilà les aides pour la création reprise d'entreprise. Voici l'ensemble des contacts. Donc, au niveau de l'ADI, Réseau Entreprendre, Fabien Jacques, Initiative Savoir. Donc, je sais qu'aujourd'hui, on a à la fois des gens de la Haute-Maurienne, de la Maurienne, mais aussi de toute la Savoie. Donc, des gens qui veulent peut-être ouvrir des conciergeries autres qu'en Maurienne. Donc, on a mis une adresse générale. Si vous êtes en Maurienne, c'est plutôt Denise Delquier qui est votre contact. Et on a d'autres contacts en fonction du territoire. Donc, ou tout simplement, vous nous passez un petit coup de téléphone et nous, on vous renseigne. Nous avons également plein de manifestations dans l'année. On a le Salon des Cidia prochainement et souvent des rendez-vous des tables de financement. Voilà un petit peu. Il ne reste plus qu'à vous immatriculer. La seule et unique adresse, c'est bien celle-ci. Attention aux sites pirates qui vous demandent des sous. Alors, soit vous faites tout seul, ce n'est pas spécialement évident, ou soit vous choisissez de le faire avec une de mes collègues qui vous aide à cacher les bonnes cases et puis surtout de vérifier les pièces d'identité, enfin toutes les pièces justificatives et de vous expliquer parce que ce n'est pas si facile que ça. Donc, à vous de choisir si vous vous débrouillez tout seul, puisque ça, maintenant, on n'a plus le choix, ou vous faire accompagner. Il n'y a rien d'obligatoire, bien évidemment. Ensuite, le démarrage de l'entreprise, bien évidemment, tout ce qu'on a prévu, il vaut mieux le faire. Et puis, avoir des tableaux de bord simples, efficaces, restez pas tout seul. Et puis, attention au démarchage abusif, des frais, faux appels du SSI, des inscriptions des annuaires sur l'INSEE, etc. Donc, vraiment, là-dessus, moi, je vous mets en garde. Il y a vraiment de l'arnaque. Si vous avez un doute, vous nous passez un petit coup de fil. Au niveau du timing, on n'est pas trop mal. Tant mieux. On va pouvoir passer aux questions-réponses très rapidement. Donc, au niveau du process qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est vraiment tout le process de l'information qui peut être complété par de la formation. Chez nous, on a la formation, le 5 jours pour entreprendre, c'est les 10 clés, ce qu'on fait là aujourd'hui, ce qu'on appelle dans notre jargon les 10 clés, mais sur 5 jours avec des professionnels en présentiel. Mercredi, jeudi, vendredi et après lundi, mardi de l'autre semaine. Ou pour les personnes qui veulent vraiment aller directement à l'essentiel sans aller vraiment trop dans le détail, vous avez la formation des 2 jours spécial micro qui peut être couplée avec un accompagnement individuel qui s'appelle Préparer ma création d'entreprise. Ça vous coûte 0. Pour les personnes qui ont une reconnaissance de handicap, vous avez jusqu'à 23 heures d'accompagnement individuel qui est prise en charge par l'AGFIP. Donc, concrètement, aujourd'hui, les webinaires, ça c'est si vous souhaitez qu'on vous rappelle, pas de souci. Je vais vous envoyer un petit mail, voilà, ici. Comme ça vous permet en même temps. Alors, je vérifie que ça soit bon. Voilà, c'est parti. Moi, j'ai envie de vous dire, surtout, restez pas tout seul. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir un petit peu, Cécile, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous êtes débrouillée, vous êtes formée? Concrètement, comment ça s'est passé pour vous, Cécile? Concrètement, je me suis débrouillée. J'ai été aidée par Pôle emploi qui m'ont fait une formation de 5 jours, un parcours de 5 jours, créer son entreprise. Ensuite, toujours par Pôle emploi, ils m'ont financé une formation spécifique conciergerie en station. Donc, c'était 4 jours sur Paris. Et ensuite, j'ai profité de mon compte CPF. Et grâce à celui-ci, j'ai fait une formation réseaux sociaux et une formation d'anglais. Voilà. C'est complet comme formation.
oui, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, voilà, pour être opérationnel. D'accord. Avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué ou que vous auriez voulu, ou vous vous êtes rendu compte qu'il vous manquait quelque chose euh, Euh, J'étais seule, donc voilà, donc ça a été, voilà, j'ai pas été aidée. Voilà, c'était encore un moment où toutes ces choses n'étaient pas mises en place. Donc voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé, j'ai été, voilà. Mais c'est vrai que j'ai été seule. Donc quelquefois, avoir une personne pour m'aider, ça, j'aurais apprécié. d'accord, c'est-à-dire un regard extérieur. Voilà un regard extérieur. Voilà un regard extérieur. D'accord, c'est-à-dire que vous ne craquiez pas d'avoir le recul externe qu'on peut avoir sur un accompagnement individuel comme vous. Oui, voilà, l'accompagnement individuel, c'est vrai que c'est très très bien. Et voilà, donc faites-vous aider, prenez le temps de créer votre entreprise, allez voir les personnes, allez voir le CCI, il y a plein de choses en place. Donc voilà, prenez le temps de créer votre projet. Vous me disiez la solitude du chef d'entreprise. Ah bah on est tout seul, hein. On est tout seul, hein. Donc voilà, hein, c'est plus voilà, donc on se débrouille. Bon après on rencontre de très belles personnes, mais c'est vrai qu'au niveau gérer son entreprise, on est tout seul. Voilà. D'accord. D'où l'accompagnement. Alors, sachez que l'accompagnement, ça ne se fait pas que avant, c'est aussi pendant l'entreprise et même lorsqu'on va vendre son entreprise. C'est pas ce qui manque en termes d'accompagnement. Et le fait d'avoir une personne qui est neutre et qui a du recul sur votre activité, c'est pas négatif. Au contraire, c'est positif parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas parce que vous avez la tête dans le guidon. Tout à Euh, fait. et c'est vraiment primordial. Je vous ai mis un petit peu le couple, enfin les deux formations avec les dates, le 5 jours pour entreprendre et la micro, qui pour moi sont vraiment le premier investissement lorsqu'on veut créer sa boîte. Après, il n'y a rien d'obligatoire, hein, c'est toujours de la méthode qu'on vous propose. Sachez qu'au niveau national, le taux de pérennité des entreprises est de 50%. Au niveau de la CCI de la Savoie, le service création-transmission reprise, les personnes, les porteurs de projets qui sont passés par l'étape information, c'est là où vous êtes aujourd'hui, la formation et l'accompagnement individuel. Le taux de pérennité des entreprises, c'est 90% à 3 ans en Savoie pour les 3 étapes remplies. Donc, ça vaut le coup de se poser la question. En plus, ces formations sont éligibles à votre CPF. Si vous en avez, il faut juste réagir J-15 jours pour la prise en compte du CPF. L'accompagnement, il est pris en charge. Donc, il y a vraiment plein de choses. Il y a énormément de choses qu'on peut vous proposer et qui sont quasiment gratuites ou des petites formations très ponctuelles sur des besoins ponctuels qui vous feront gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, votre formation, avant de commencer, c'est gagner de l'argent, du temps et surtout de l'argent. Voilà un petit peu pour ce webinaire. Je pense qu'on a couvert plein de choses. Maintenant, ça va être à vous de poser des questions. Merci beaucoup, Cécile. Merci de votre témoignage. Guillaume, est-ce que vous voulez poser des questions en direct ou je lis en sachant qu'il y a beaucoup de choses au niveau des questions? Alors pour l'instant, on n'a pas de questions dans la salle, donc on va peut-être déjà prendre les questions qui sont dans le chat, et puis si jamais des questions viennent dans la salle, on les fera parvenir. Alors, j'ai une première question, Cécile. Je crois qu'il va falloir que vous restiez avec nous. Ce n'est pas tout à fait terminé pour vous. Alors, je ne sais pas. Alors, des fois, ce n'est pas évident. Quel est le positionnement de la conciergerie vis-à-vis des agences immobilières? Les agences considèrent-elles les conciergeries comme des concurrents? Je pense qu'on peut dire oui. Oui. Après, voilà, après, comme je dis, il y a du travail pour, voilà, pour tout le monde. Mais après, oui, c'est vrai qu'on est un peu concurrent quand même. Tout à fait. Sachant que la différence, c'est que l'agence immobilière va commercialiser et faire le travail de conciergerie et vous faites uniquement le travail de conciergerie. Donc, Voilà, forcément, tout à fait. Voilà. forcément, il y a de la concurrence.
Ensuite, j'aimerais savoir la limite qui sépare la conciergerie par rapport à une gestion d'un bien retraité d'une agence immobilière. Eh ben, c'est simple, hein, la gestion d'un bien par une agence immobilière, il fait la commercialisation, alors que pas la conciergerie simple. Recherche de clients, location, ça semble très flou et litigieux. Alors, je ne comprends pas trop. La recherche de clients, ben, généralement, elle se fait, je dirais, du bouche-à-oreille et via les sites des officiels, comme je vous le disais, à moins que je comprenne pas le sens de la question. Et la location, bah, c'est propriétaire qui s'en occupe dans les cas de la conciergerie. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça se passe, Cécile. Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Après, je ne comprends pas trop la question entre le flou et le litigieux. Il n'y a pas de litige. Hein. Vous faites la commercialisation vous êtes en contact, le propriétaire ou la personne gère la location et encaisse et reverse la location, c'est de la gestion immobilière. Vous accueillez les locataires et vous vous occupez pas du flux financier, c'est de la conciergerie pure. Donc voilà. Je reviens juste sur le lien, le Sphinx Online là, que vous avez là, que je vous ai envoyé. C'est un lien qui nous permet à la fois, nous, d'avoir un retour sur votre satisfaction et si vous souhaitez être contacté pour qu'on réponde à vos premières questions, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous découverte, faites-nous savoir à travers ce lien. Comme ça, derrière, à la fois, on peut vous envoyer les supports de cette présentation, le PowerPoint. On vous enverra également la checklist pour créer votre entreprise, c'est-à-dire le rappel des différentes étapes de la création d'entreprise avec les prestations de la CCI en face. Et enfin, le business model Canvas qu'on vous enverra aussi. Alors, j'ai une question pour vous, Cécile. Prenez-vous des cautions de garantie pour les propriétaires? Alors ça, c'est les propriétaires qui les prennent. Comme je n'ai pas la carte G, donc je ne fais pas de gestion, donc c'est le propriétaire qui s'en occupe. D'accord. Alors, merci. Alors, j'ai également, donc, c'est vrai qu'il y a une chose sur laquelle je n'ai pas abordé, puisque là, mais qui fait partie aussi du marché. Merci aussi à ces personnes-là, donc de la conciergerie. Vous avez également, là, Cécile étant indépendante, vous avez tout un système de franchise également qui existe. Je vais pas les citer aujourd'hui, mais il y a aussi des systèmes de franchise de conciergerie qui existent. Voilà. Après, il y a des questions très de fiscalité. Donc là, je ne vais pas aller jusque-là, puisque là, on est sur du général. Alors, on demande s'il y a beaucoup de demandes en ménage après les séjours. Ça dépend, c'est très aléatoire. Après, j'en fais dans la mesure du possible. Donc, je m'arrête à un certain nombre, travaillant seul, et je ne sous-traite pas. Donc, d'accord. Voilà, ouais. Bah, écoutez, merci beaucoup, Cécile. Je ne vois pas d'autres questions. Guillaume, il y en a d'autres entre-temps? Non, bah, je crois que de notre côté, c'est tout bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de questions qui remontent pour l'instant. Après, n'hésitez pas, si vous en avez plus tard, à nous ressolliciter ou à solliciter la CCI à la suite de ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas. D'accord. Et ben en tout cas, merci à toutes et à tous, hein, surtout pour votre participation, votre écoute. Merci à vous, Cécile. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À Stéphane Beck également. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, Monsieur Beck? Non, juste pour vous remercier pour ce webinaire qui était très instructif et très complet, même si on voit qu'il y a encore, pour celui qui veut se lancer, il y a encore quand même beaucoup de boulot et beaucoup de formation à faire quand même, parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Enfin, si, c'est donné à tout le monde d'y arriver, mais il faut se donner la peine. Et faut pas compter ses heures déjà pour arriver à créer son entreprise, la conciergerie, et pour travailler après pour la faire pérenniser.
Je veux remercier beaucoup Cécile aussi pour sa participation. Et je pense que ça a donné des bonnes idées claires et franches à ceux qui souhaitent se lancer. Voilà, elle a pas arrondi les angles ou embelli la chose pour inciter les gens à se lancer là-dedans. Bon, elle a même tendance à faire un peu peur quand elle annonce des journées d'amplitude de 4 heures du matin à 21h. Et moi, pour habiter à la Normandie, je la vois beaucoup passer, même des fois le vendredi soir à 21h. Voilà, tout à fait. Non, mais on peut commencer plus tard, hein, je vous rassure. Donc voilà, je remercie aussi tous les participants, bien sûr, tous ceux aussi qui ont posé des questions pour essayer d'étayer en plus l'argumentaire. Donc moi c'est bon pour moi. Bon, Guillaume il s'est absenté vite fait. Est-ce que Daniel, qui fait aussi partie du pôle Habitat, a des choses à dire? Non, pas particulièrement. Non, voilà. En tout cas, merci bien Sandra pour cette organisation. Je vous en prie. Merci à tous, à la fois de votre attention et de votre participation. Moi, je dirais la dernière chose, rappelez-vous que votre réussite dépend à la fois de votre capacité à anticiper, à vous informer, vous former et vous faire accompagner. Voilà. En tout cas, j'espère qu'on se rencontrera, on se verra bientôt pour la prochaine étape de votre projet. N'hésitez pas à nous contacter, on répondra à vos questions. Et on fera du sur-mesure puisque la création d'entreprise, c'est du sur-mesure et non du prêt-à-porter. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.